Cela fait plus de 30 ans que j'essaie d'enfouir ce qui s'est passé au plus profond des Great Smoky Mountains. À l'époque, je n'étais qu'une femme discrète, armée d'un appareil photo d'occasion et d'une tendance à m'aventurer sur des sentiers que la plupart des gens ne prenaient jamais la peine de chercher. Je ne m'attendais pas à être le témoin d'une rencontre entre une femme et Bigfoot, et encore moins à immortaliser cet instant sur une pellicule. Mais la véritable histoire a commencé à la seconde où ils m'ont remarqué. Ce qui a suivi a été si soudain, si invraisemblable, que j'ai passé des années à essayer de me convaincre que ce n'était pas réel. Aujourd'hui, pour la première fois, je suis prête à tout raconter. Je m'appelle Elena Vasquez, et ce que je vais vous confier va changer tout ce que vous croyez savoir sur ce qui existe dans les forêts reculées de la nature sauvage des Appalaches. En avril 1993, j'avais 28 ans et je travaillais comme technicienne en électricité pour une compagnie d'électricité basée à Knoxville, Tennessee. Mais ma véritable passion avait toujours été d'explorer les sentiers isolés des Great Smoky Mountains et des zones sauvages environnantes. Le week-end, je troquais mon uniforme de travail contre des chaussures de randonnée et je partais vers des endroits où peu de gens s'aventuraient. Ce printemps-là, j'avais économisé 2 semaines de congé et planifié une expédition en solitaire à travers les sections les plus reculées des Smokies. Mon itinéraire était ambitieux. Suivre de vieilles pistes forestières abandonnées dans les années 60 et explorer des zones qui n'apparaissaient pas sur les cartes touristiques classiques. Mon pick-up Chevy S10 de 1988 était chargé de provisions pour 10 jours. Tente, sac de couchage, réchaud Coleman, nourriture déshydratée, purificateur d'eau et mon matériel photographique. La photographie était mon autre grand amour. Depuis l'adolescence, je documentais mes randonnées avec un Canon AE1, un appareil robuste et fiable que j'avais acheté d'occasion en 1986. J'emportais toujours plusieurs pellicules Kodak Gold 200 et Tri-X 400 pour les clichés en noir et blanc. J'avais aussi un téléobjectif Canon 300 mm qui m'avait coûté 3 mois de salaire, mais il valait chaque centime dépensé chaque fois que je parvenais à capturer un ours noir ou un dindon sauvage à une distance de sécurité. C'était un mardi, le 13 avril, lorsque j'ai quitté Knoxville à 5 heures du matin. L'Interstate 40 était relativement déserte à cette heure-là et j'ai rapidement pris la sortie vers les routes de montagne en direction du sud. Je me suis arrêté à Bryson City pour prendre mon petit déjeuner au Smoky Mountain Diner, un établissement classique où les biscuits and gravy étaient une véritable légende. Le serveur, un homme d'une 60aine d'années nommé Harold, a rempli mon thermos Stanley de café frais quand je lui ai dit que je passerais plusieurs jours dans la forêt. « Vous y allez seul ?» a-t-il demandé en fronçant les sourcils avec une sorte d'inquiétude paternelle. Un garde forestier est passé la semaine dernière. Il disait qu'ils avaient trouvé des empreintes étranges près de Deep Creek. Sûrement des ours qui sortent d'hibernation, ai-je répondu, habitué aux histoires locales. La région était célèbre pour ses observations de Sasquatch, mais j'avais toujours été sceptique. En 7 ans d'exploration de ces montagnes, je n'avais jamais rien vu qui ne puisse être expliqué par la faune connue. Après le petit déjeuner, j'ai conduit encore 45 minutes sur des routes de plus en plus étroites jusqu'à ce que j'atteigne le point de départ du sentier que j'avais choisi, le Hazel Creek Trail. C'était un chemin moins connu qui suivait un ruisseau cristallin en amont de la montagne. Mon plan était de le suivre pendant 2 jours, jusqu'à atteindre une zone de forêt ancienne où, d'après de vieilles cartes topographiques que j'avais étudiées à la bibliothèque municipale, se trouvait une large clairière qui serait parfaite pour camper. À 9h30 du matin, j'ai verrouillé mon pick-up, vérifié une dernière fois mon sac à dos Kelty de 65 litres et j'ai commencé ma randonnée. La température avoisinait les 13 degrés Celsius, idéal pour marcher avec un sac lourd. L'air était frais et humide, imprégné d'une odeur de pruche et de peupliers géants.
Le son du Hazel Creek à ma droite était comme une bande-son, relaxante et constante. Les premières heures furent paisibles. Je marchais à un rythme régulier, m'arrêtant de temps en temps pour photographier des champignons intéressants poussant sur des troncs d'arbres tombés ou des rayons de soleil perçant à travers la canopée. Le sentier était bien entretenu sur les 5 premiers kilomètres, probablement parce qu'il était assez accessible pour les randonneurs occasionnels cherchant une simple sortie à la journée. Vers midi, je me suis arrêté pour déjeuner près d'une passerelle en bois qui traversait un affluent plus petit du ruisseau. Je me suis assise sur un rocher plat, j'ai sorti mon sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture, un classique qui ne s'abîme pas facilement, et j'ai consulté ma carte topographique. J'étais dans les temps. Si je maintenais ce rythme, j'atteindrais la zone de camping prévue avant la tombée de la nuit. En mangeant, j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. Il y avait des empreintes fraîches dans la boue près du bord du ruisseau. Elles étaient grandes, nettement plus grandes que mes chaussures de pointure 39. Ma première réaction a été de penser à un ours, mais la forme était étrange. Elle n'avait pas les marques de griffes caractéristiques. Elle était plus allongée, presque humanoïde. J'ai attrapé mon appareil photo et j'ai pris quelques clichés des traces, plus par curiosité que par conviction qu'il s'agissait de quelque chose d'extraordinaire. Probablement juste un randonneur avec de grosses chaussures de travail, ai-je pensé. Ou peut-être que les pluies récentes avaient déformé des empreintes humaines ordinaires. J'ai poursuivi mon chemin et le sentier est devenu moins défini après la barre des 16 kilomètres. C'était là que les randonneurs occasionnels faisaient demi-tour et que seuls les plus expérimentés continuaient. La végétation s'est densifiée et je devais parfois enjamber des troncs d'arbres tombés qui bloquaient le passage. C'était exactement le genre d'environnement sauvage que j'aimais. Vers 16 heures, j'ai commencé à chercher un endroit pour camper. Je voulais trouver un emplacement avant qu'il ne fasse complètement nuit, car monter une tente dans une forêt dense, avec seulement une lampe de poche, était toujours un défi. C'est à ce moment-là que je l'ai entendu pour la première fois. Un son étrange, comme un cri lointain, résonnant à travers les montagnes. Ce n'était pas un ours. Ce n'était pas un lynx. C'était quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Je me suis figé, essayant de localiser la direction et la distance. Le son est revenu, plus prolongé cette fois. Il était guttural, puissant, mais avait une qualité presque mélodique. Les poils de ma nuque se sont hérissés. Au cours de toutes mes années dans les montagnes, j'avais entendu de nombreux cris d'animaux sauvages, mais celui-ci était complètement nouveau. Le soleil était bas sur l'horizon, projetant de longues ombres sur les troncs massifs des vieux pruches. J'ai décidé d'accélérer le pas pour trouver rapidement un campement. 15 minutes plus tard, j'ai trouvé une petite clairière à environ 90 mètres du sentier, avec un sol relativement plat et une vue partielle sur la vallée en contrebas. J'ai monté ma tente The North Face rapidement, profitant des dernières lueurs du jour. Il y avait quelque chose de réconfortant dans cette routine. Étaler la bâche, assembler les arceaux, tendre les haubans. J'ai organisé mon équipement à l'intérieur de la tente, suspendu mon sac de nourriture à un arbre éloigné, protocole standard pour éviter les ours, et préparé un dîner simple sur mon réchaud. Des nouilles instantanées et une conserve de soupe Campbell. À la tombée de la nuit, j'ai allumé ma lanterne Coleman et je me suis assise sur une bûche voisine, écoutant les bruits de la forêt. Des hiboux ululaient au loin. De temps en temps, j'entendais des branches craquer, probablement des cerfs ou des sangliers se déplaçant dans l'obscurité, mais je n'ai plus entendu cet étrange cri. Vers 21h30, j'étais dans mon sac de couchage, lisant un vieil exemplaire usé de A Walk in the Woods de Bill Bryson, mais mon esprit revenait sans cesse à ces empreintes bizarres et à ce son inexplicable. La logique me disait qu'il devait y avoir une explication rationnelle. La forêt était pleine de bruits qui pouvaient paraître étranges si l'on n'y était pas habitué. Finalement, la fatigue de la journée m'a rattrapé
et je me suis endormi au son doux d'une légère pluie qui commençait à tomber sur le double toit de la tente. Je me suis réveillé en sursaut. Ma montre Timex indiquait 3h52 du matin. Il y avait un bruit dehors. Ce n'était pas la pluie. Elle avait cessé. C'était quelque chose qui bougeait, quelque chose de gros, qui cassait des branches et marchait bruyamment sur les feuilles sèches. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Un ours, ai-je pensé immédiatement. Ça devait être un ours. Je suis resté parfaitement immobile dans mon sac de couchage, respirant à peine. Le protocole en cas de rencontre avec un ours était clair. Se faire paraître plus grand, faire du bruit, ne pas courir. Mais à l'intérieur d'une tente, la nuit, la meilleure stratégie était généralement de rester silencieux et d'espérer que l'animal poursuive son chemin. Le bruit a continué pendant plusieurs minutes. Quoi que ce fût, ça tournait autour de mon campement, mais sans trop s'approcher. Puis j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang. Une respiration lourde et profonde, très près de la tente. Ce n'était pas le reniflement d'un ours. C'était différent, plus contrôlé, plus délibéré. Je suis resté figé pendant encore 20 minutes jusqu'à ce que les bruits s'éloignent enfin. Il a fallu une autre heure pour que mon cœur ralentisse suffisamment pour que je puisse me rendormir. Quand le soleil du matin a enfin illuminé la forêt, je suis sorti prudemment de la tente. La première chose que j'ai remarquée, ce sont les empreintes. Il y en avait partout autour de mon campement, dans le sol humide et meuble. Elles étaient énormes. J'estimerais qu'elles mesuraient au moins 43 cm de long et 18 de large. Et leur forme était indubitablement celle d'un pied humain, mais à une échelle impossible. Mon esprit scientifique a tenté de trouver des explications. Quelqu'un portant des bottes spéciales. Mais qui se promènerait dans la forêt à 4 heures du matin pour faire ça? Et les pas étaient profonds, indiquant quelque chose d'extrêmement lourd. De plus, on pouvait clairement voir l'espacement des orteils dans certaines des empreintes. J'ai attrapé mon appareil photo et j'ai photographié les empreintes sous plusieurs angles, en plaçant ma chaussure à côté pour donner une idée de l'échelle. J'ai utilisé une pellicule entière de 36 poses juste pour les traces. Au pire, ce serait une curiosité intéressante à montrer à mes amis à mon retour à Knoxville. Mais j'étais mal à l'aise. Une partie de moi voulait tout remballer et retourner à la civilisation. L'autre partie, la partie curieuse qui m'avait poussé à explorer des sentiers isolés en premier lieu, voulait enquêter. Ceux qui avaient visité mon campement s'étaient dirigés vers le nord, plus haut dans la montagne, dans la direction opposée au sentier principal. Après un petit déjeuner composé de barres de céréales et de café instantané, j'ai pris une décision. Je passerai une journée de plus à explorer la région. Si quelque chose d'autre d'étrange se produisait, je ferais demi-tour. Mais de grandes traces n'étaient pas une menace directe. Les animaux sauvages sont naturellement curieux. Il était probable que la créature, quelle qu'elle soit, ne reviendrait pas. J'ai rangé mon principal équipement photo dans la tente, mais j'ai gardé un appareil compact Olympus Stylus que je portais toujours dans la poche de ma veste pour des clichés rapides. J'ai aussi pris des jumelles, une boussole, mon couteau suisse et des allumettes supplémentaires. J'ai décidé de faire une randonnée de reconnaissance sur quelques kilomètres pour cartographier la zone et voir ce que je pourrais trouver. J'ai suivi approximativement la direction des traces, utilisant ma boussole pour maintenir un cap nord-nord-est. La forêt ici était primordiale, avec des pruches et des peupliers centenaires dont les troncs étaient si larges que 3 personnes se tenant la main ne pouvaient pas en faire le tour. Il y avait quelque chose de quasi-religieux dans ces lieux. Un silence respectueux, seulement rompu par le cri occasionnel d'un corbeau et le murmure du vent dans la cime des arbres. Après environ 1 heure de marche, j'ai atteint une crête qui offrait une vue partielle sur la vallée en contrebas. C'est alors que j'ai vu, de l'autre côté d'un ravin escarpé, une silhouette. C'était un être humain, c'était clair. Une femme, d'après ce que je pouvais distinguer, portant ce qui ressemblait à des vêtements sombres. Elle se tenait dans une zone relativement dégagée, entourée de quelques gros rochers et de troncs d'arbres tombés. Instinctivement, je me suis baissé derrière un affleurement rocheux
et j'ai levé mes jumelles. À travers les lentilles, je pouvais voir la femme plus clairement. Elle semblait avoir la cinquantaine, avec des cheveux grisonnants attachés en une tresse pratique et une veste de terrain marron. Elle avait un sac à dos à ses pieds et elle attendait. Oui, elle avait vraiment l'air d'attendre quelque chose ou quelqu'un. Ma curiosité a été piquée au vif. J'étais si loin de la civilisation que trouver une autre personne ici était inattendu. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention, c'était son comportement. Elle n'arrêtait pas de jeter des regards nerveux autour d'elle, vérifiant une montre à son poignet, puis regardant vers la forêt dense au nord. J'ai décidé d'observer. Ce n'était pas comme si j'envahissais l'intimité de quelqu'un. Nous étions sur un terrain public et j'avais autant le droit d'être là qu'elle. De plus, il y avait quelque chose d'étrange dans toute cette situation. Qui organise un rendez-vous au milieu de nulle part? Je suis resté là pendant environ 15 minutes, puis je l'ai entendu à nouveau. Ce son, le cri guttural que j'avais entendu la veille, mais cette fois, il était beaucoup plus proche, venant de la même direction que celle vers laquelle la femme faisait face. La femme s'est redressée immédiatement et même de loin, j'ai pu voir qu'elle était tendue, dans l'expectative. Puis, sortant de la lisière dense des arbres, est apparu quelque chose qui a arrêté le temps. C'était grand, incroyablement grand. J'estimerais sa taille à environ 2,30 m, peut-être même plus. Son corps était couvert d'un pelage brun foncé qui scintillait légèrement sous la lumière filtrée de la forêt. Il marchait debout comme un humain, mais il y avait quelque chose de primal dans ses mouvements, puissants mais étrangement gracieux. Ses bras étaient longs, descendant presque jusqu'à ses genoux, et même de loin, à travers les jumelles, je pouvais voir son visage. Il était simiesque, mais pas tout à fait comme un primate que je connaissais. Le front était proéminent, le nez plat, et il y avait une expression dans ses yeux, de l'intelligence. Ma main tremblait tellement que j'ai failli laisser tomber les jumelles. Sasquatch, Bigfoot, la créature qui n'était censée être qu'une légende du folklore était là, à moins de 200 mètres, marchant vers la femme à la tresse grisonnante. Et la femme ne s'enfuyait pas. Elle n'avait pas l'air surprise. Elle lui faisait un signe de la main comme pour saluer un vieil ami. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû baisser les jumelles et prendre plusieurs profondes inspirations. Ce n'était pas possible. Ce que je voyais ne pouvait pas être réel. Mais quand j'ai relevé les jumelles, la créature était toujours là, se tenant maintenant à environ 6 mètres de la femme, et il communiquait. De ma position de l'autre côté du ravin, je ne pouvais pas entendre ce qui se disait, mais je voyais les lèvres de la femme bouger. Elle lui parlait. Et la créature, j'avais même du mal à trouver un mot pour la nommer, répondait par des gestes, bougeant ses mains massives dans ce qui semblait être des motifs délibérés. À un moment donné, elle a penché la tête, et je jurerais avoir vu ce qui ressemblait à un hochement de tête compréhensif. Mon instinct de photographe a soudainement pris le dessus sur le choc. Des preuves. J'avais besoin de preuves. Avec des doigts tremblants, j'ai sorti mon Olympus Stylus de la poche de ma veste. C'était un appareil compact, pas idéal pour les prises de vue à distance, mais c'était tout ce que j'avais. Mon canon, avec le téléobjectif de 300 mm, était au campement, et je me suis maudite de ne pas l'avoir emporté. J'ai lentement levé l'appareil, essayant de minimiser mes mouvements. J'étais partiellement caché derrière l'affleurement rocheux, la végétation offrant une couverture supplémentaire, mais j'étais paranoïaque à l'idée que le moindre mouvement brusque puisse attirer l'attention. À travers le viseur de l'appareil, la scène était plus petite, moins détaillée, mais c'était déjà quelque chose. Clic. La première photo. Le son de l'obturateur m'a semblé assourdissant dans mon état d'hypervigilance, mais ni la femme ni la créature n'ont réagi. Ils étaient trop concentrés l'un sur l'autre. J'ai pris une autre photo puis une autre. L'appareil compact avait un flash intégré, mais je m'étais assuré qu'il était désactivé. La dernière chose dont j'avais besoin était qu'un flash lumineux révèle ma position. À travers le viseur, j'ai observé la femme fouiller dans son sac à dos et en sortir ce qui ressemblait à un sac en papier brun.
Elle l'a ouvert et en a retiré quelque chose. Je ne pouvais pas distinguer quoi, même avec les jumelles. De la nourriture, peut-être. Elle l'a tendu et la créature s'est approchée d'un pas, tendant une de ses mains massives. La main. Mon Dieu, la main était énorme, facilement 2 fois la taille d'une main humaine, avec des doigts épais couverts de poils rêches. Mais la façon dont elle bougeait, la dextérité avec laquelle elle a pris ce que la femme lui offrait, témoignait d'une créature bien plus sophistiquée que n'importe quel singe que j'avais pu voir dans des documentaires animaliers. La créature a porté l'objet à sa bouche, c'était bien de la nourriture, et a semblé mâcher pensivement. La femme parlait de nouveau, plus animée maintenant, faisant des gestes vers la vallée en contrebas, puis de nouveau vers la forêt dense. La créature a répondu par une série de vocalisations basses qui ont traversé le ravin comme de profonds grondements. Ce n'étaient certainement pas des mots, mais il y avait une cadence, un motif qui suggérait une communication bien plus complexe que de simples cris, d'animaux. Ce qui s'est passé ensuite me donne encore des frissons quand j'y repense. La créature s'est soudainement raidie. Sa tête a pivoté brusquement vers la droite. Elle regardait presque directement là où je me cachais. La femme a immédiatement remarqué le changement de comportement et s'est retournée pour regarder aussi. Pendant un instant terrifiant, j'ai été sûr d'avoir été repéré. Mais la créature a fait un geste rapide, presque un signe de la main dédaigneux, et a reporté son attention sur la femme. Pourtant, quelque chose avait changé. L'interaction est devenue plus hâtive. La femme parlait plus vite, sortant un carnet et montrant quelque chose sur les pages à la créature. Celle-ci l'a étudié un instant, a fait quelques gestes, puis s'est retournée et a commencé à repartir vers la lisière des arbres. La femme l'a regardé partir, puis a commencé à ranger ses affaires rapidement. Je suis resté figé dans ma cachette pendant encore 10 minutes après leur départ. Mes jambes étaient ankylosées, mon cœur battait toujours à tout rompre, et mon esprit était en plein chaos. Je venais d'être témoin de quelque chose d'impossible, quelque chose qui défiait toute compréhension scientifique de ce qui existait dans ces montagnes. Quand j'ai finalement bougé, j'ai failli trébucher. Mes jambes étaient raides et je ne faisais pas attention au terrain. À un moment, j'ai manqué de me tordre la cheville sur une racine exposée, ce qui m'a ramené à la réalité. Se blesser ici, seul, serait une catastrophe. Le retour a pris environ 45 minutes. Quand j'ai atteint mon campement, tout était comme je l'avais laissé. Je me suis surprise à vérifier nerveusement le périmètre à la recherche de nouvelles traces, mais il n'y en avait aucune. Je me suis assise sur la bûche, près de ma tente, et j'ai essayé de calmer mes pensées agitées. La partie logique de mon cerveau cherchait sans cesse des explications alternatives. Quelqu'un aurait-il pu fabriquer un costume élaboré ? J'avais vu le film de Patterson-Gimlin de 1967, la célèbre séquence que les passionnés de Bigfoot prétendaient être authentique. Les sceptiques disaient que c'était juste une personne dans un costume. Est-ce que cela aurait pu être quelque chose de similaire ? Un canular élaboré sur lequel j'étais tombé par hasard. Mais le mouvement, la façon dont la créature se déplaçait, sa taille et ses proportions pures. Créer un costume aussi convaincant serait presque impossible. Et pourquoi ? Pourquoi quelqu'un se donnerait-il autant de mal ici ? À des kilomètres de tout témoin, se rencontrant en secret. Les auteurs de canulars veulent de l'attention, pas de la discrétion. Non, ce que j'avais vu était réel. J'en étais certaine, aussi certaine que je ne l'avais jamais été de quoi que ce soit. J'ai sorti mon carnet, un journal de terrain résistant aux intempéries que j'emportais toujours, et j'ai commencé à noter tout ce dont je me souvenais. L'heure, le lieu. J'ai noté les coordonnées basées sur ma carte topographique et mes relevés de boussole, des descriptions détaillées de la femme et de la créature, la nature de leur interaction, tout. Si j'allais avoir des preuves photographiques, j'avais besoin d'une documentation écrite détaillée pour les accompagner. La créature mesurait environ 2,30 m, ai-je estimé, peut-être un peu plus. Couverte de poils bruns foncés, plus longs,
autour des épaules et du haut du dos. Le visage avait une peau foncée sous un duvet facial clairsemé, avec une arcade sourcilière proéminente et un nez plat. Les bras étaient disproportionnellement longs par rapport aux proportions humaines. La poitrine était massive, en forme de tonneau. Les jambes étaient épaisses et puissantes, bien que je n'ai malheureusement pas eu une vue claire des pieds. La femme, caucasienne, entre 50 et 60 ans environ, cheveux grisonnants en tresse, mesurant peut-être 1,68 m, de corpulence moyenne, veste de terrain marron, pantalon foncé, probablement un jean, chaussures de randonnée. Elle portait un sac à dos vert à armature externe, probablement un Kelty ou une marque similaire populaire à cette époque. Elle semblait à l'aise, familière avec la créature, ne montrant aucune peur. J'ai écrit pendant près d'1 heure, remplissant des pages d'observations et de questions. Puis, je suis passé aux questions pratiques. Si je voulais obtenir une meilleure documentation, j'avais besoin d'un plan. La question était, devais-je essayer de trouver d'où venait cette femme? Il devait y avoir un véhicule quelque part, un autre point d'accès au sentier. Si elle rencontrait régulièrement la créature, elle devait avoir un moyen fiable de se rendre à cet endroit. Alternativement, je pouvais surveiller le lieu de rendez-vous et attendre de voir si l'un ou l'autre revenait. Mais combien de temps attendrais-je? Mes provisions étaient prévues pour 10 jours et je n'en étais qu'au 2e jour. Alors que je pesais mes options, j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang. Cet appel, de nouveau, la vocalisation gutturale et surnaturelle que j'avais entendue la veille et ce matin. Mais cette fois, c'était différent. Il semblait plus proche et il a été suivi d'un autre appel, d'un ton légèrement différent, venant d'une autre direction. Il communiquait. Il y en avait plus d'un. Je me suis levé rapidement, regardant instinctivement autour de moi. La forêt m'a soudain semblé moins être une nature sauvage et paisible que le territoire de quelque chose d'autre. Quelque chose que je ne comprenais pas et que je n'avais peut-être pas le droit de documenter. Mais je ne pouvais pas partir. Pas encore. C'était trop important. J'ai pris une décision. Demain, je déplacerai mon campement plus près du lieu de rendez-vous que j'avais observé. J'apporterai mon véritable équipement photographique et je trouverai un meilleur point d'observation. Si cette femme revenait, si la créature revenait, je serais prête. J'obtiendrai des photographies claires et indéniables qui prouveraient au monde ce que j'avais vu. Ce soir-là, en réchauffant un sachet de bœuf stroganoff lyophilisé sur mon réchaud Coleman, je ne pouvais pas empêcher mes mains de trembler. J'étais venu dans les Great Smoky Mountains, en quête de solitude et de paysages magnifiques à photographier. Au lieu de cela, j'étais tombé sur quelque chose qui défiait tout ce que je croyais savoir sur le monde. Le soleil se couchait, peignant le ciel visible à travers la canopée de nuances d'orange et de violet. Quelque part là-dehors, dans la forêt qui s'assombrissait, des créatures qui ne devraient pas exister menaient leur vie. Et au moins, un être humain le savait et gardait leur secret. Maintenant, je faisais partie de ce secret aussi. La question était, qu'allais-je en faire? J'ai à peine dormi cette nuit-là. Chaque bruit à l'extérieur de ma tente semblait amplifié. Le bruissement des feuilles, le craquement de branches lointaines, le cri occasionnel d'un oiseau de nuit. Vers 2 heures du matin, j'ai de nouveau entendu les appels. 2 vocalisations distinctes, en va-et-vient, comme une conversation portée à travers des kilomètres de forêt. Il n'était pas menaçant, juste là, un rappel que je partageais cette nature sauvage avec quelque chose d'extraordinaire. Aux premières lueurs, je démontais déjà mon camp. J'avais décidé de me rapprocher du point d'observation de la veille, mais pas au point d'être facilement découverte. Je devais trouver un endroit avec une bonne visibilité sur cette clairière où la femme et la créature s'étaient rencontrées, mais avec suffisamment de couvert pour rester cachées. J'ai refait mon sac avec soin, m'assurant que mon canon AE1 et le téléobjectif 3 cm étaient facilement accessibles dans le compartiment supérieur de mon sac. J'avais chargé une nouvelle pellicule noir et blanc Kodak Tri-X400. Elle était plus rapide que la pellicule couleur, meilleure pour les conditions de faible luminosité sous la canopée,
et le grain pourrait en fait ajouter de la crédibilité à ce que je capturerais, trop net, et les gens pourraient penser que c'était un faux. Le trajet pour me déplacer a pris environ 2 heures. Je me déplaçais plus lentement, plus délibérément, scrutant constamment tout signe des créatures ou de la mystérieuse femme. À un moment donné, j'ai trouvé ce qui aurait pu être une trace dans la terre meuble, une empreinte partielle qui aurait pu provenir de quelque chose avec un très grand pied. Mais elle n'était pas assez nette pour en être certaine. J'ai trouvé mon nouvel emplacement de campement vers 9 heures du matin. C'était un petit creux naturellement dissimulé à environ 150 mètres de la clairière où j'avais assisté à la rencontre de la veille. Du même côté du ravin cette fois. Un pruche tombé avait créé un brise-vent naturel, et le sous-bois environnant était assez épais pour cacher ma tente à une observation fortuite. Plus important encore, il y avait un poste à une trentaine de mètres du camp où je pouvais m'installer et avoir une ligne de vue dégagée sur la zone de rencontre. L'installation a pris une autre heure. Je voulais que tout soit organisé. La tente positionnée pour un accès rapide mais caché, la nourriture correctement stockée et surtout, mon poste d'observation préparé. J'ai trouvé un endroit entre 2 gros rochers couverts de mousse où je pouvais m'asseoir confortablement pendant de longues périodes. Les espaces entre les rochers et les fougères environnantes offraient une excellente dissimulation tout en offrant des lignes de vue claires. J'ai installé mon appareil photo sur un petit trépied que j'avais apporté, le positionnant de manière à pouvoir l'ajuster rapidement pour différents angles. À côté, j'ai placé mes jumelles et mon carnet. J'avais aussi apporté un thermos de café et quelques barres de céréales. Si j'allais surveiller cet endroit, je devais être prête pour de longues attentes. À 11 heures du matin, j'étais en position. Et puis j'ai attendu. Les planques, j'ai vite appris, sont d'un ennui mortel. Dans les films, il se passe toujours quelque chose rapidement. En réalité, vous restez assis pendant des heures avec rien d'autre que vos pensées et les sons ambiants de la forêt. J'ai regardé des écureuils se poursuivre autour des troncs d'arbres. J'ai observé un petit troupeau de cerfs de Virginie passer dans la vallée en contrebas. Un faucon à queue rousse a tournoyé au-dessus de ma tête, chassant probablement des mulots. Mais pas de femme à la tresse grisonnante, pas de Sasquatch. J'ai maintenu ma position jusqu'à ce que la lumière commence à décliner vers 18 heures. Puis je suis retourné prudemment au campement. Mes jambes étaient raides, mon dos me faisait mal, et je n'avais rien à montrer, à part quelques photos décentes de cerfs. Le 3e jour a suivi le même schéma, debout à l'aube, au poste d'observation à 7 heures du matin, attendant jusqu'au crépuscule. Rien. J'ai commencé à me demander si je m'étais trompé sur le fait que c'était un lieu de rencontre régulier. Peut-être que c'était une chose ponctuelle, ou peut-être qu'ils se rencontraient selon un calendrier que je n'avais pas encore compris. Hebdomadaire, mensuel. Ce soir-là, alors que j'étais assise près de ma tente à manger un sachet de chili mac de la marque Mountain House, je les ai de nouveau entendus, les appels, plus proches qu'auparavant. Et cette fois, il y avait quelque chose de différent dans les vocalisations, une qualité qui semblait presque curieuse, investigatrice. J'ai eu le sentiment dérangeant qu'ils savaient que j'étais là. Ils étaient conscients de la nouvelle présence humaine sur leur territoire. J'ai dormi avec mon couteau de chasse à portée de main cette nuit-là, même si je savais qu'il serait inutile contre une créature de cette taille si l'une d'elles décidait d'être agressive. Mais il y avait quelque chose d'étrangement réconfortant dans son poids dans ma main. 4e jour. Je commençais à faire mes calculs mentaux concernant les provisions. J'avais apporté assez de nourriture pour 10 jours, mais j'avais mangé plus que prévu. Probablement l'énergie nerveuse qui brûlait des calories supplémentaires. Je pourrais tenir 12 jours si nécessaire, peut-être 13 en faisant attention. J'étais à mon poste d'observation à 6h30 du matin, plutôt que les jours précédents. La matinée était couverte, avec une légère brume suspendue dans les vallées. À travers mes jumelles, la clairière était à peine visible à travers le brouillard. Je ne l'ai presque pas vue arriver.
La femme à la tresse grisonnante est apparue vers 8 heures du matin, émergeant du sentier ouest que je l'avais vue utiliser auparavant. Elle portait le même sac à dos vert, la même veste de terrain marron. Mais cette fois, j'ai remarqué quelque chose que j'avais manqué auparavant. Elle tenait quelque chose dans sa main gauche. Un bâton de marche, ai-je d'abord pensé, mais alors qu'elle s'approchait du centre de la clairière, j'ai pu voir que c'était en fait un long bâton en bois, délibérément sculpté de ce qui ressemblait à des marques ou des symboles. Elle a posé son sac à dos et s'est tenue au milieu de la clairière, tenant le bâton verticalement. Puis elle a fait quelque chose d'étrange. Elle a levé le bâton et l'a frappé 3 fois contre le sol, créant un son sourd et creux qui a porté à travers la distance. Puis, elle a attendu. J'avais mon appareil photo prêt, le doigt sur le déclencheur. À travers le téléobjectif, je pouvais voir son visage clairement maintenant, buriné, bronzé, avec des rides profondes autour de ses yeux et de sa bouche. C'était une femme qui passait beaucoup de temps à l'extérieur. Ses cheveux étaient plus gris que je ne l'avais pensé au départ, presque entièrement argentés avec juste des traces de leur brun d'origine. 5 minutes ont passé, puis 10. La femme est restée debout, patiente, jetant occasionnellement des regards autour d'elle mais sans paraître nerveuse. C'était une routine pour elle. Et puis je l'ai entendue, cette vocalisation, l'appel profond et grondant, mais cette fois, il venait de très près de ma position. Je me suis figé. Lentement, osant à peine respirer, j'ai tourné la tête vers la gauche. Et là, à peut-être 12 mètres, partiellement masqué par le sous-bois, il y en avait un autre. Celui-ci était légèrement plus petit que la créature que j'avais vue 2 jours plus tôt, mesurant peut-être 2,10 m au lieu de 2,30 m. Son pelage était plus foncé, plus noir que brun, et il regardait directement vers la clairière, apparemment inconscient de ma présence à quelques mètres de là. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. J'étais plus proche d'un Sasquatch que probablement n'importe quel humain moderne ne l'avait jamais été, du moins parmi ceux qui avaient vécu pour le documenter. La créature était de profil par rapport à moi, et je pouvais voir des détails que j'avais manqués lors de ma précédente observation. Les muscles se mouvant sous la peau couverte de poils, le soulèvement et l'abaissement de sa respiration, la façon dont ses doigts incroyablement longs, se fléchissaient de temps en temps comme par anticipation. Très, très lentement, j'ai déplacé ma main vers mon appareil photo. La créature dans la clairière était la prise évidente, mais celle-ci, si proche, serait une preuve encore meilleure. Le téléobjectif était parfait pour la distance si je pouvais juste ajuster l'angle sans faire de bruit. La créature a soudainement émis une autre vocalisation, plus douce cette fois, presque conversationnelle. Et de la clairière, une réponse est venue. J'ai risqué un coup d'œil vers le lieu de rendez-vous et j'ai vu que le plus grand Sasquatch était arrivé. Il s'approchait de la femme, qui souriait vraiment, et lui tendait la main en guise de salutation, comme on le ferait avec un vieil ami. La créature près de moi a commencé à se déplacer vers la clairière. Je l'ai regardée marcher, étudiant sa démarche. Elle se déplaçait avec un mouvement de balancement, le poids passant d'un côté à l'autre. Mais il n'y avait rien de maladroit. Chaque pas était placé délibérément, silencieusement. Pour quelque chose d'aussi grand, elle se déplaçait dans la forêt avec une discrétion remarquable. Une fois qu'elle s'est éloignée, j'ai reporté mon attention sur la clairière. Maintenant, il y en avait 2 avec la femme. Le plus grand que j'avais vu auparavant et ce nouvel individu, légèrement plus petit. Il communiquait, c'était certain. La femme parlait sur ce qui semblait être un ton de conversation normal, bien que je ne puisse pas distinguer les mots à cette distance, et les créatures répondaient avec une combinaison de vocalisation et de gestes. J'ai commencé à photographier. Clic, avance, clic, avance. J'ai essayé de garder un rythme régulier, pas trop rapide, en m'assurant que chaque prise était correctement cadrée. À travers le viseur, j'ai regardé la femme fouiller dans son sac à dos et en sortir des objets. Plus de nourriture. On aurait dit des pommes, peut-être,
Elle les distribuait aux deux créatures. Puis elle a sorti autre chose. Un livre ordinaire, semblait-il, avec une couverture sombre. Elle l'a ouvert et a semblé montrer quelque chose à la plus grande créature, qui s'est penchée pour regarder. La plus petite s'est également approchée et tous les trois examinaient ce qui se trouvait sur ces pages. C'était au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Ce n'étaient pas seulement des créatures intelligentes. Elles interagissaient avec des artefacts humains, avec des documents écrits. Qu'y avait-il dans ce livre? Des images? Des cartes? J'étais trop loin pour le dire, même avec mon téléobjectif. L'interaction a continué pendant environ 20 minutes. À un moment donné, la plus grande créature a fait un geste vers la forêt au nord et la femme a sorti ce qui ressemblait à une carte topographique. Il semblait discuter de quelque chose de spécifique, traçant des itinéraires sur la carte. La femme prenait des notes dans un petit carnet. Une pensée horrible m'a frappé. Cette femme les aidait-elle d'une manière ou d'une autre? Ou l'aidait-il, elle? Et si ce n'était pas juste une relation amicale? Et s'il se passait quelque chose de plus? Quelque chose que je ne comprenais pas. J'ai continué à photographier, épuisant la pellicule. J'avais apporté 6 rouleaux au total pour ce voyage, et j'en étais déjà à mon 3e, mais cela en valait la peine. Chaque image était potentiellement historique. Puis quelque chose a changé. La plus petite créature s'est soudainement raidie, sa tête pivotant brusquement vers l'est. La plus grande l'a remarqué immédiatement, et les deux créatures sont devenues totalement immobiles. La femme a cessé de parler, les regardant avec une inquiétude évidente. Un son a atteint mes oreilles, lointain mais se rapprochant. Un moteur, un hélicoptère d'après le bruit. Les créatures ont réagi immédiatement. Sans aucun signal apparent, elles se sont toutes les deux retournées et ont commencé à se déplacer rapidement vers la lisière des arbres. La femme se dépêchait de rassembler ses affaires, fourrant le livre et la carte dans son sac à dos. En quelques secondes, les deux créatures avaient disparu dans la forêt et la femme se hâtait sur le sentier ouest. Le bruit de l'hélicoptère s'est intensifié. Je ne pouvais pas encore le voir à travers la canopée, mais il approchait sans aucun doute. Cherchait-il quelque chose? Les créatures, comment quelqu'un saurait-il même où chercher ici? Où me cherchait-il, moi? Non, c'était de la paranoïa. C'était probablement juste une patrouille de routine du service forestier ou peut-être un hélicoptère de surveillance des incendies. Pourtant, je me sentais exposé. S'ils avaient un équipement infrarouge ou de détection de chaleur, détecteraient-ils mon campement? J'ai décidé de rester à mon poste d'observation, caché parmi les rochers, jusqu'à ce que l'hélicoptère soit passé. Pendant environ 15 minutes, je l'ai entendu tourner dans la zone générale, bien que je n'ai jamais eu une vue claire à travers l'épaisse canopée. Puis, le son s'est estompé vers l'ouest. Je suis resté caché pendant une autre heure avant de retourner au campement. L'expérience m'avait secoué. Pas seulement les créatures elles-mêmes, mais la complexité de ce dont j'étais témoin. Cette femme les rencontrait régulièrement. Le bâton sculpté, le livre, les cartes. Ce n'était pas une rencontre fortuite, c'était une relation, peut-être de longue date, et quelqu'un d'autre, un qui que ce soit dans cet hélicoptère, pourrait être au courant que quelque chose se passait dans cette région. J'ai passé le reste de la journée au camp à digérer les événements. Je ne suis pas retourné au point d'observation. Au lieu de cela, je me suis assise avec mon journal et mes pensées, notant tout et essayant de donner un sens à tout cela. Le soir venu, j'avais élaboré un nouveau plan. Demain, je n'observerai pas seulement. J'essaierai de suivre la femme quand elle partirait, découvrir d'où elle venait, qui elle était. Les créatures étaient importantes, mais comprendre le côté humain de ce mystère me semblait tout aussi crucial.